C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, un chiffre inquiétant, celui des déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils sont quelques 50 000 à avoir fui les combats entre l'armée régulière et les rebelles du M23. L'ONU qui se dit préoccupée, reportage dans une école qui accueille des déplacés près de Goma. La polémique au Niger après l'attaque terroriste à Tamou et la riposte de l'armée nigérienne sur un site aurifère. Il y aurait des civils parmi les personnes tuées lors de cette riposte. C'est en tout cas ce qu'affirment les ONG, la société civile. Les autorités nigériennes, quant à elles, réfutent ces accusations. On fera le point dans ce journal. Et à la fin de cette édition, nous recevons Bouchra Azouz, militante féministe et réalisatrice. Elle vient nous parler de son documentaire sur les femmes algériennes, un film qui retrace le parcours de 4 femmes 60 ans après l'indépendance. Les détails dans un instant. 50 000 déplacés en 11 jours, le chiffre inquiète et il risque d'augmenter. Les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 ne baissent pas d'intensité, le tout sous fond de tensions diplomatiques avec le Rwanda voisin, accusé par la République démocratique du Congo d'armer les rebelles. Reportage dans une école transformée en camp pour les déplacés près de Goma. Il est signé Justin Kabumba et Aurélie Bazara Kibangula. C'est une école transformée en site d'accueil. À une dizaine de kilomètres de Goma, le site de Mbonga accueille près de 20 000 hommes, femmes et enfants. Tous sont venus se mettre à l'abri des tirs et des bombardements. Sur chaque visage, la peur, mais aussi la fatigue. Je suis venue de Kanombe. J'ai fui la guerre entre le M23 et l'armée. Ils s'affrontaient dans notre village. Nous avons entendu beaucoup de tirs et nous avons fui vers Rougari. Mais la situation s'est aggravée. Nous avons été obligés de fuir à pied pour venir ici. Ici, les déplacés affirment que les rebelles du M23 se rapprochent de la route nationale 2, un axe stratégique qui relie Goma et Rutshuru. Dans l'urgence, cette agricultrice n'a rien emporté avec elle. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous n'avons pas encore trouvé de la nourriture. Les enfants tombent malades. Parfois, nous les amenons au centre de santé, mais à cause de la guerre, ils guérissent difficilement. Ils ne sont pas en bonne santé. Nous dormons très mal. Les humanitaires sur place se disent préoccupés par la poursuite des combats. Chaque jour, de nouvelles familles arrivent sur le site pour se réfugier. Nous ne savons pas où nous allons diriger les déplacés, ni ce qu'ils vont manger. La situation est vraiment très précaire. Les conditions de vie sont déplorables. Nous avons déjà enterré 14 personnes et d'autres déplacés viennent d'arriver. Nous avons peur car nous allons continuer à enterrer d'autres personnes. Depuis la reprise des combats, c'est une véritable marée humaine qui déferle sur Goma. En une semaine, près de 40 000 Congolais se sont déplacés selon les Nations Unies. Les autorités congolaises, mais aussi le groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC accusent le Rwanda d'appuyer le M23. Kigali continue à nier tout soutien à ce groupe armé. Et puis sachez que Vincent Karega, ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa, a quitté lundi après-midi le territoire congolais. Il avait 48 heures pour le faire après la notification de son expulsion par les autorités congolaises. Preuve des tensions qui persistent entre les deux pays voisins. Kinshasa continue d'accuser Kigali d'armer les rebelles du M23. On en vient à cette polémique au Niger. Après l'attaque à Tamou d'un poste de police fin octobre par des terroristes, l'armée nigérienne a lancé une riposte aérienne tuant au moins 8 personnes sur un site aurifère. Depuis, la société civile et l'opposition accusent l'armée d'avoir tué des civils, ce que réfutent les autorités, mais les victimes ne sont toujours pas identifiées. La correspondance à Niamey d'Harold Girard. Plusieurs membres de l'opposition politique se sont manifestés ces derniers jours contre le gouvernement de Mohamed Bazoum. Ils réclament des réponses claires. La tension est montée lorsque le gouvernement a publié à 4 jours d'intervalle seulement 2 communiqués autour des événements de Tamou. La riposte aérienne de l'armée nigérienne contre ses assaillants du même jour, lundi 24 octobre, n'aurait fait aucune victime civile. C'est ce qui est précisé dans le premier communiqué du ministère de la Défense, mais quelques jours plus tard, la présidence y apporte des précisions qui stipulent qu'une enquête a été lancée pour déterminer si oui ou non les 24 blessés après cette riposte aérienne sont tous terroristes ou pas.
Toujours selon le gouvernement, les assaillants étaient poursuivis sur terre et dans les airs avant de se réfugier dans des hangars sur le site aurifère clandestin près de la commune de Tamou. Et c'est à ce moment-là qu'a eu lieu le bombardement, toujours selon les autorités, un bombardement qui est intervenu sur un site qui est fréquemment fréquenté par des civils. Les hangars dans lesquels ils ont déposé le matériel volé, ce sont ces hangars qui ont été bombardés, pas plus que cela. Et donc les personnes qui sont mortes sont ces personnes-là, à coup sûr, en tout cas, ces gens, bien entendu, qui sont venus se réfugier dans le hangar au moment où les frappes se faisaient. Le gouvernement nigérien maintient donc que ce bombardement a fait 8 victimes, toutes terroristes, une version très contestée par une frange de l'opinion publique, mais pour l'instant, aucun élément qui prouverait un bilan plus lourd n'a été révélé. L'Algérie est-elle de retour sur la scène diplomatique? C'est en tout cas le souhait des autorités algériennes qui organisent le 31e sommet de la Ligue arabe à Alger. Un sommet qui se tient symboliquement à une date anniversaire, celui du déclenchement de la guerre d'indépendance. Mais au-delà du symbole, les enjeux et les dossiers sont nombreux. Le point avec Caroline Lamboli. Les dirigeants du monde arabe ont continué à affluer ce mardi à Alger. Parmi eux, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Mais il y a plusieurs absents. Après des mois de spéculation, le roi du Maroc, Mohamed VI, ne sera finalement pas présent. À l'approche du sommet, le secrétaire général adjoint de la Ligue s'était montré confiant. La réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères a montré qu'il y avait un consensus autour de tous les sujets qui ont été abordés. Certaines questions ont suscité des tensions, mais elles ont été maîtrisées. Au menu du sommet, la crise alimentaire déclenchée par la guerre en Ukraine. Les pays du Maghreb et l'Égypte sont particulièrement touchés. Une nouvelle stratégie pour la sécurité alimentaire doit être adoptée. Les dirigeants aborderont aussi l'impasse politique en Libye et la situation au Soudan, où les manifestants réclament un État civil. Dans les rues d'Alger, les attentes sont faibles. Nous espérons que les pays arabes se mettront d'accord pour aller de l'avant. Les dirigeants arabes ne tiennent pas à leurs promesses. Comme on dit, la montagne accouche d'une souris. Alors que les relations de plusieurs pays arabes avec la Russie continuent de froisser l'Occident, le président Vladimir Poutine a adressé une lettre au sommet, affirmant la volonté de son pays de développer sa coopération avec la Ligue. Et notre invitée ce soir s'appelle Bouchra Azzouz, militante féministe, réalisatrice et essayiste. Elle vient nous parler de son film « Algérienne en France, l'héritage », un documentaire qui retrace le parcours de 4 femmes 60 ans après l'indépendance et qui nous plonge au cœur de l'histoire franco-algérienne. 4 femmes nées ou ayant grandi en France qui reviennent chacune sur leur histoire familiale et personnelle. Avant de rentrer dans le cœur et le vif du sujet, on va écouter Jamila, militante du FLN en banlieue parisienne. On voit des hommes par terre, avec du sang, avec déjà des morts, même par terre, parce qu'ils tapaient sur la tête, ils tapaient où ils pouvaient. Et la question que j'ai retenue quand ils demandaient aux gens, « Tu sais nager? T'as tes papiers sur toi ?» Parce que ça les arrangeait s'ils n'avaient pas de papiers. Parce que quand ils l'achetaient dans la Seine, après, on ne savait pas qui était mort et qui était vivant. J'ai une bonne étoile quand même, hein. Ou Bella, il m'a aidé. Il y a une porte cochère qui s'est ouverte et une dame, je me rappelle d'un certain âge, qui m'a attrapée par le bras, qui m'a fait rentrer dans ce hall en me disant « Mais elle n'est pas sérieuse ta mère, hein, de laisser te promener avec son petit frère dans les bras. » C'est pas mon petit frère, c'est mon fils. Elle m'a dit « Alors je te lâche plus, tu restes ici. » Et c'est ce qui m'a sauvée, sinon j'aurais atterri dans la Seine avec mon fils.
Voilà, vous l'aurez compris, Djamila raconte son expérience de la manifestation du 17 octobre 1961 où des milliers d'Algériens avaient été jetés dans la Seine. Bonsoir Bouchra Azzouz, merci d'être avec nous pour nous parler de ce documentaire très touchant. Un documentaire sur, je le disais, 4 femmes. C'est bien plus que l'histoire du militantisme pour l'indépendance de l'Algérie, pour la lutte contre le racisme ou la reconnaissance d'une mémoire. C'est la réhabilitation des femmes et de leur rôle souvent effacé ou minimisé dans l'histoire. Bien oui, cette histoire, elle n'échappe pas à la règle. C'est que l'histoire, elle est écrite par les hommes, par les vainqueurs. Et les femmes sont souvent le point aveugle de la grande histoire. Or, quand on quand on tire le fil de cette histoire au féminin pluriel, eh bien en fait, on se rend compte qu'il y a des histoires qui n'ont pas été racontées et qui manquent dans ce puzzle pour se construire et construire cette mémoire collective. Alors, ces 4 femmes dont vous nous racontez le parcours sont très différentes. Comment les avez-vous choisies et pourquoi? Pourquoi elles? Alors, la règle dans mes films, c'est que j'explore de l'intime, du personnel, de témoins que je connais, parce qu'ils nourrissent une réflexion qui est une réflexion personnelle, empirique, qui croise un peu la sociologie, l'histoire, les mouvements sociaux et politiques de notre pays, mais qui part toujours de mon observation. Et donc, ces femmes-là sont des femmes qui font partie de mon entourage, que je connais depuis très longtemps, pour lesquelles j'ai une grande admiration et pour lesquelles j'avais surtout l'intuition que cette partie visible de leur histoire qui se déployait, qui arrivait à moi, en fait, elle trouvait ses sources loin en arrière, dans cette histoire de la colonisation, puis de la guerre d'indépendance. Et cette intuition que j'avais, finalement, se confirme au travers de ces portraits que je dresse dans Algérienne en France, l'héritage. Alors, dans justement ce documentaire, ce film, vous abordez plusieurs sujets. Il y a l'histoire de la guerre d'Algérie, évidemment, qui est très présent, mais il y a aussi l'histoire de l'immigration, la volonté aussi de se faire accepter, d'avoir les mêmes droits. Donc, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, mais il y a un thème qui revient tout le temps, qui est omniprésent, c'est celui de l'émancipation, du combat des femmes. Pourquoi vous avez choisi de traiter finalement tous ces sujets à travers ce prisme-là, celui de la femme et de son combat? Encore une fois, parce que c'est une histoire qui n'est pas dite. Pourtant, nous, en tant que femmes issues de l'immigration, on a une conscience aiguë de ce parcours héroïque de nos mères, puisque on les a vues cheminer tout au long de leur vie. Et donc, nous les voyons comme des héroïnes, ce qui n'est pas le cas de la société, parce que simplement, leurs histoires ne sont pas restituées, ne sont pas racontées. Donc, il y avait une nécessité de ressortir en fait cette histoire et de montrer cet héroïsme, et que finalement, cet héritage que nous avons a fait aussi de nous les femmes que nous sommes aujourd'hui dans la société française, et que ces femmes-là sont aussi en grande partie, et elles ont mené des luttes qui sont des luttes au service de l'intérêt général. Et donc voilà, c'était important de restituer ces histoires. Alors il y a beaucoup de choses à raconter sur votre documentaire, il est très puissant, je le disais, mais il y a une phrase qui est forte, celle de Djamila à la fin du film, qui dit « Aujourd'hui j'aide les femmes, je ne regarde pas leur nationalité ». Je vois juste que c'est une femme et je vois la femme que j'étais quand je vois ces femmes qui ont besoin d'aide. Et elle milite d'ailleurs encore aujourd'hui pour aider ces femmes à 88 ans, vous le dites dans votre documentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est ça le message de votre film finalement? Oui, le message de ce film, c'est de dire que on part de cette colonisation, on part de cette guerre d'indépendance, mais finalement, qu'est-ce qu'elle a laissé, cette histoire? Bien, à l'échelle de ces femmes qui ont été au cœur de cette histoire, elle a laissé des valeurs qu'elles ont chevillées au corps. Et ces valeurs-là, ce sont des valeurs qui n'ont eu de cesse de les habiter, de les motiver, de les investir dans cette République qui est fondée sur des valeurs universelles, d'égalité, de liberté, de fraternité, de justice sociale. Et c'est ça la guerre d'indépendance de l'Algérie. C'est pas une guerre de haine, c'est une guerre pour des valeurs, et des valeurs qui sont les valeurs que nous offre la République.
Merci beaucoup Bouchra Azzouz, merci d'être venu nous parler de votre film. Juste pour rappel, il sera diffusé demain soir sur France 2 dans l'émission Infrarouge. Voilà, pour ceux qui veulent le voir. Un très beau film, très puissant sur des femmes pendant cette période de la guerre d'Algérie. Merci beaucoup, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.